Au Burkina Faso, le CDP, le parti de l'ex-président, renonce à un recours contre la réélection de Roch Kaboré. Nous parlerons aussi de la Guinée. À défaut de félicitations, Macron adresse ses vœux de succès au président Condé. Et puis, les États-Unis, la victoire de Biden a été certifiée dans l'Arizona et dans le Wisconsin. Voilà pour l'invité international du jour. Maître Eric Emmanuel Sosa est avec nous. Bonsoir, maître. Bonsoir, Samuel Niaoui. Le Burkina Faso, je le disais, le Congrès pour la démocratie et le progrès, le parti de l'ex-président Blaise Compaoré, devenu la principale force politique de l'opposition au Burkina Faso, a indiqué lundi renoncer à un recours contre la réélection de Roch Marc Kaboré. La direction politique nationale du CDP a décidé d'abandonner la poursuite des recours et avisera après la proclamation définitive des résultats par le Conseil constitutionnel. Maître, est-ce qu'il faut parler ici d'une maturité politique du CDP? Bien, écoutez, encore une fois, le Burkina Faso nous met à l'école de la démocratie, d'une démocratie sereine, apaisée et mature, comme vous le dites, parce que effectivement, c'est devenu tellement rare en Afrique, et notamment en Afrique francophone, que quand ça arrive, il faut s'en féliciter et il faut encenser les hommes politiques qui ont ce degré de responsabilité et qui, dans leur façon de vivre leur civisme, donnent des leçons à toute l'Afrique. Et le Burkina Faso, vous avez vu, on l'a dit souvent ici, le Burkina Faso est un cas spécial. Il y a eu le Burkina Faso de Sankara. Et puis le Burkina Faso de Blaise Compaoré, qui a fini aussi dans une révolution. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? Ils n'ont pas fait table rase du passé. Oui. Ce sont les mêmes hommes qui avaient travaillé avec Blaise Compaoré qui sont aujourd'hui aux affaires. Edi Kombogo, Roch Kaboré, Zéphirin Diabré, le chef de l'opposition, est un ancien collaborateur du régime déchu et du président qui est aujourd'hui en exil et dont on parle avec respect. Voyez-vous, ça, c'est autant de choses qu'il faut mettre au crédit de ces hommes politiques, et on ne peut que saluer leur maturité et leur sens du civisme. On aimerait pouvoir arriver à cela partout ailleurs. Mais bon, il est vrai que le scrutin s'est déroulé dans des conditions qui sont satisfaisantes par ailleurs, parce que c'est vrai, ceux qui renoncent à faire des recours, c'est parce qu'ils se rendent compte que les recours seront vains et que probablement s'ils le faisaient, ce serait jouer les mauvais perdants. C'est la raison pour laquelle ils ont préféré ne pas exercer ces recours, pour que les enjeux véritables auxquels le pays est confronté aujourd'hui puissent être adressés de façon plus responsable. Oui, on leur dit bravo. On aimerait vraiment connaître des exemples identiques dans l'Afrique francophone, mais malheureusement, ça n'a pas l'air d'être le cas dans beaucoup de pays. Mais la curiosité avec l'opposition burkinabé, c'est que on se rappelle, même avant le 22, le jour du scrutin, elle criait déjà qu'il y avait des fraudes en préparation. Juste au lendemain du scrutin, elle a encore organisé des rencontres avec la presse pour dénoncer des irrégularités massives. Et puis tout d'un coup, on annonce les résultats et elle prend acte. Écoutez, c'est antinomique. Non, pas du tout. Écoutez, regardez, je vous renvoie à l'exemple des États-Unis. Les États-Unis sous Trump, avant même que le scrutin ait commencé, ils commençaient déjà à dénoncer le vote par correspondance comme étant le foyer de potentielle fraude, et il préparait déjà son électorat à aller à l'encontre du vote par correspondance. Et ici, ils sont dans une posture politicienne purement en disant cela. Et puis maintenant que le scrutin a eu lieu, ils sont en train de prendre acte de ce que finalement les fraudes qu'ils dénoncent. Vous savez, je ne connais pas d'élection parfaite. Ça n'existe nulle part. Même quand on fait les élections d'un comité d'entreprise, il y a là aussi, vous voyez, dans un petit espace confiné de salariés d'une entreprise, il y a aussi des moyens de contestation. Il y a des recours qui sont faits contre des élections de délégués du personnel, parce qu'on n'est pas d'accord sur telle chose, on a relevé telle irrégularité, parfois à juste raison. Donc, allez voir dans des élections comme ça, où
on conteste la liste électorale. Ou, par exemple, le cas du Burkina Faso, il y a eu une grande partie, représentant plus d'un dixième du territoire, où on n'a pas pu organiser des élections. Alors, il y a tout ça, et malgré ça, on a pu faire des élections de qualité. Bon, malgré ça, parce que, bon, oui, selon la formule consacrée, il y a effectivement des irrégularités et parfois quelques fraudes ou quelques actes frauduleux, mais pas suffisamment significatifs pour entacher la régularité du scrutin. C'est un peu dans cette posture-là qu'on est, c'est un peu le schéma auquel l'opposition a été confrontée, et elle a été bien avisée de dire, bon, écoutez, oui, bon, d'accord, il y a tout ça, mais globalement, les choses se sont bien passées, et nous pouvons prendre acte et donner acte au pouvoir de ce que le scrutin a été relativement bien organisé. Oui, sauf qu'au départ, elle parlait de fraude massive, c'est eux qui ont employé le mot, en citant un certain nombre d'exemples, localités où il n'y a pas eu d'élection, des localités où il devait y en avoir, mais ils ont donné des exemples de bureaux de vote qui ont ouvert même à 15h, à 16h et tout, et menacé de ne pas reconnaître les résultats. Et puis, ça change du tout au tout, virage à 180 degrés. Beaucoup, on s'enflamme, parce que vous savez, comme le disait toujours Montaigne, il faut d'abord s'assurer du fait avant de s'inquiéter de la cause. Bon, vous voyez, s'assurer du fait. Il y a eu du bruit, il y a eu des rumeurs, et ils se sont emparés de ces rumeurs, ils se sont plaints avant même d'avoir eu mal, et puis finalement, quand tout a été réuni, ils se sont dit, bon, ok, regardons bien les choses avant de continuer dans cette voie-là, la voie de la contestation. Si c'est de la contestation pour de la contestation, elle est stérile. Si c'est de la contestation bien fondée, il faut avoir des éléments au moins tangibles pour pouvoir la soutenir. Donc, quand ils se sont rendus compte que les éléments dont il s'agissait n'étaient pas aussi tangibles que ça, ils ont préféré renoncer. Je pense qu'on ne peut pas leur faire reproche d'avoir craint. Et parfois, on le fait aussi pour faire pression. Parce qu'il vaut mieux commencer à sonner l'alarme avant, pour que tout le monde soit alerte et complètement vigilant. Et c'est la raison pour laquelle je ne leur donne pas tort d'avoir commencé d'abord à faire du bruitage avant que les choses ne se tassent. En même temps, quand le président sortant remporte le scrutin dès le premier tour avec 57, en tout cas presque 58% des voix, son suivant immédiat en a 15%, je ne vois pas de recours qui pourrait inverser les choses. Bon, ça aussi, vous voyez, ça c'est le pragmatisme bien avisé, ça. Oui, effectivement. Et toujours, il y a la prime au sortant. Il a au moins le crédit de l'exercice actuel du pouvoir. Et donc, on préfère encore le reconduire. C'est un effet quasi automatique. Et on le voit un peu partout. Quand vous êtes au pouvoir, vous avez un atout. À condition que vous ne soyez pas décrié à 100% par la population, qui aurait pensé que Trump, malgré le personnage et malgré le style de gouvernance qu'il a eu, aurait pu réunir 70 millions d'électeurs sous son nom. Et pourtant, donc vous voyez que parfois, alors que tout le monde est d'accord pour dire que sa gouvernance est calamiteuse, il a encore 70 millions d'électeurs capables de le suivre. Donc ça veut dire, quand vous êtes au pouvoir, quelqu'un disait, je crois que c'est Henry Kissinger qui le disait, le pouvoir est aphrodisiaque. Voilà. Ça vous dope un peu. Mais ça dope, et effectivement, ça émoustille la libido citoyenne un peu. Hein. Donc bon, voilà, on va voter pour celui-là, non pas parce qu'il est le meilleur, mais parce qu'on le connaît, parce qu'on a pris l'habitude de le voir depuis 4 ans, et donc du coup, bon, si vous voulez, on le crédite d'une capacité et d'aptitude ab initio à exercer un pouvoir qu'il a exercé ou qu'il exerce bon an mal an. Voilà. Autre fait quand même marquant de ce scrutin au niveau du Burkina, c'est un peu le retour en grâce du CDP renversé par un soulèvement populaire. C'était en 2014. Juste 6 ans après, il prend la place de chef de file de l'opposition. Oui. Qu'est-ce qu'il faut y comprendre? Mais écoutez, que la démocratie est versatile, que la démocratie est capricieuse, que la démocratie est comme une belle dame. Elle vous fait des humeurs, elle a des sautes d'humeur. Et bon, elle vous a rejeté aujourd'hui, demain, si son humeur est plus favorable, elle vous ouvre les bras. C'est comme ça.
Vous voyez, on a déjà vu des pouvoirs complètement conchis, complètement jetés aux orties, Oui. qui sont revenus encore en force. Souvenez-vous, Kérékou. Kérékou au Bon, Bénin. qui aurait imaginé une seule seconde qu'après l'avènement de la démocratie béninoise, à la suite d'une conférence nationale où le nom même de Kérékou était complètement urticant, ce même Kérékou revienne au pouvoir et fasse 2 mandats. Alors que, bon, mais Nicéphore Soglo était paré de toutes les vertus. Oui. Voilà. Donc, bon, oui, il faut s'habituer à cela aussi. Il faut peut-être se dire que si le CDP travaille bien, d'ici 5 ans, on peut le revoir aux affaires. Oui, le CDP, oui, mais dans tous les cas, ça sera un CDP rénové. Bien sûr. Ça sera un CDP dépoussiéré de toute l'état qu'on lui reprochait avant, qui a été d'abord une longévité anormale au pouvoir, qui a complètement corrompu et les pratiques et les hommes, et finalement, on a un CDP qui, ayant fait l'expérience de l'opposition et de la traversée du désert, a compris et appris qu'il y a des choses qui ne vont plus être possibles au Burkina Faso et que le peuple burkinabé attend autre chose et attend un nouveau style de gouvernance qu'ils sont capables d'offrir aussi. Et ça, je pense que oui, c'est tout à fait probable et personne ne s'en plaindra parce que après tout, pourquoi pas? Ça signe aussi une forme de possibilité d'alternance. Oui, c'était vous, maintenant c'est nous et après ce sera encore vous et avec à chaque fois la possibilité que nous, les autres aussi reviennent. Oui, si on peut avoir cette respiration démocratique, tout le monde y trouverait son compte. Et en tout cas, le peuple burkinabé. Et puis, autre fait important, Zéphirin Diabré perd le titre de chef de file de l'opposition, 3e à la présidentielle et 4e des législatives. Eh oui. Ça confirme ce que nous disions tout à l'heure. Voyez-vous, il faut bien que les hommes politiques se disent une chose. Leur électorat ne leur appartient pas. Oui. Aucun électorat n'est, comment dire, définitivement acquis. Il faut à chaque fois lui refaire la cour. Le conquérir, mais pas lui refaire la cour dans le boniment. Il faut lui faire la cour en lui faisant des offres crédibles. Écoutez, si vous allez faire la cour à une dame en lui offrant monts et merveilles, mais en construisant toujours des châteaux en Espagne, elle va, la prochaine fois, elle ne vous ouvrira plus la porte, elle ne vous prêtera plus son oreille. Et si vous apportez quelque chose à chaque fois et que elle a la perspective que, à force de frayer avec vous, il y a des possibilités pour elle d'évoluer aussi à vos côtés et souvent de vous faire évoluer. Parce que derrière chaque grand homme, comme on dit, il y a souvent une grande dame. Et c'est le jeu de la démocratie. Je pense que dans ce dialogue permanent entre les gouvernants et les gouvernés, ce dialogue, je dis bien, parce qu'il faut que les gouvernants écoutent et qu'ils sachent parler aux gouvernés. Il faut que les gouvernés comprennent dans un langage intelligible ce que veulent dire les gouvernants. Mais si c'est toujours le jeu de dupes, on fera de la politique médiocre, sale, comme on fait toujours dans beaucoup de pays, et ça donne aux gens de bonnes raisons de penser que la politique est une activité sale, alors qu'on a besoin de plus de civisme, notamment en Afrique, où on a besoin de citoyens engagés, on a besoin d'encourager leur civisme par une pratique vertueuse du pouvoir. Point barre. Si vous avez une pratique vertueuse du pouvoir, vous avez une élite qui est apte, capable, jeune, qui veut vous suivre et qui va vous donner l'énergie suffisante et le carburant pour entreprendre vos projets politiques. Mais si vous êtes des voyous aventuriers, soucieux de vous enrichir au dos du peuple, vous aurez tout le temps des gens révoltés, aigris, et vous n'aurez pas de civisme. Deuxième sujet, la Guinée, à défaut de félicitations, Macron adresse ses vœux de succès à Emmanuel Macron, à Alpha Condé, pardon, à la suite de votre confirmation, de la confirmation de votre élection par le Conseil constitutionnel, de votre réélection à la présidence de la République de Guinée. Je tiens à vous transmettre ainsi qu'au peuple guinéen mes vœux de succès. Je mesure les attentes du peuple guinéen ainsi que les défis auxquels votre pays fait face, qu'il s'agisse du redressement de la situation économique et sociale avec la crise sanitaire mondiale ou de réconciliation entre tous les Guinéens après les violences, les divisions et les interrogations qui ont émaillé ces élections.
Macron, il joue dans la prudence ici. Il ne dit pas « je vous félicite pour votre réélection ». Il dit simplement « je vous adresse mes vœux de succès ». Écoutez, on est là dans le prototype du minimum diplomatique qu'il sied de faire dans ce genre de situation. Forcément, M. Macron désapprouve les conditions dans lesquelles M. Alpha Condé a été élu. Il le dit d'ailleurs. Il déplore les violences qui ont émaillé le scrutin et ses suites. Mais néanmoins, il souhaite du succès. Oui, c'est en fait ce qu'il reste à souhaiter. Parce que, après tout, ce serait un gâchis s'il est élu pour échouer. Donc, souhaitons-lui au moins de réussir le projet qu'il dit avoir pour le peuple guinéen. Souhaitons-lui au moins de le réussir. Parce que, bon, après tout, on peut ne pas être d'accord, on peut ne pas aimer, mais on est obligé d'accepter que, dans l'expression paradigmatique des principes démocratiques, M. Alpha Condé est devenu le président élu de Guinée, que ça nous plaise ou pas. Bon, on va passer à autre chose. Il y a beaucoup de contestations qui sont valablement exprimées à raison des conditions dans lesquelles les élections ont été organisées et même après les élections. Il y a eu trop de morts en Guinée pour un troisième mandat complètement illégitime. Bon, mais maintenant, le fait est, il a son troisième mandat. Bon. On ne va pas continuer toujours à trépigner, il faut passer à autre chose et lui souhaiter du succès me paraît être, de la part d'un président de la France, le minimum diplomatique. Mais en même temps, si on met un parallèle avec les propos d'Emmanuel Macron dans Jeune Afrique, où il disait clairement qu'Alpha Condé a modifié la Constitution pour briguer un troisième mandat, on sent qu'il n'avait pas aimé la manière. Finalement, aujourd'hui... il prend acte. Oui, il dit pas aimer davantage. Oui. Je pense que le langage est relativement clair pour que personne ne s'y trompe. Il n'a pas félicité. C'est déjà une façon de dire. Vous voyez, c'est dans la litote. Et voilà. Il est dans la litote politicienne. Et j'apprécie le fin politique qui a, justement, dans le maniement du langage, la capacité d'exprimer sans offenser, une désapprobation. Alors, c'est dentelé, c'est bien fait de la part de M. Macron. Ou bien il insiste surtout sur un autre point. Vous devez travailler à la réconciliation entre tous les Guinéens après les violences, les divisions et les interrogations qui ont émaillé ces élections. Écoutez, sincèrement, je pourrais lui emprunter les mots. Parce que c'est exactement ça. Mais je dis, ce mandat, il serait vain si, au minimum, il n'a pas réussi à réconcilier les Guinéens. Parce qu'il y a trop de Guinéens qui ne sont pas d'accord et il faudra quand même travailler avec eux. Il ne peut pas faire avec uniquement ceux qui l'ont élu. Oui. La Guinée est tout entière à reconstruire. Et aujourd'hui, il a entre les mains des responsabilités considérables. Il lui faut les incarner et il lui faut donner un souffle à ce troisième mandat. Voilà. Mais c'est un peu comme un pied de nez aussi à l'opposition guinéenne, parce que en même temps, vous savez, sur le continent, les chefs d'État réélus sont très friands de ces genres de messages de la France, des dirigeants européens qu'on brandit après comme des trophées. Non, il aurait préféré des félicitations plus explicites. Oui. Mais non, il n'a pas eu de félicitations. Il a eu un donné acte. Donner acte de ce que vous êtes le président élu de Guinée. Et je souhaite que de ce mandat, vous fassiez en sorte que les Guinéens soient plus réconciliés et que les violences qui ont émaillé votre élection, enfin le scrutin, les conditions de votre élection, soient apaisées et que les plaies soient guéries par votre action politique. C'est un conseil du fils au père, parce que entre les deux, Macron et Alpha Condé, il y a presque 2 générations. Hein. Il aurait pu être son grand-père, même. Quand je dis le fils, j'exagère, mais il aurait pu être son grand-père. Vous voyez, il lui souhaite en fait d'être sage, ce qu'il n'a pas été avant d'être élu. Voilà.
Mais l'opposition aurait aimé que la France ou que Macron s'abstint de ce genre de message. L'opposition? Oui. Mais attendez. Pourquoi tout le monde peut dire quelque chose des élections guinéennes et seulement la France devrait se l'interdire? Pourquoi on doit censurer la parole française? Oui, parce que, comme je le disais, autant les dirigeants africains de l'espace francophone sont très friands de ces genres de messages, autant Oui. les oppositions en prennent comme des arguments. Oui, vous avez vu, même la France n'a pas félicité. Oui, mais la France n'a... Oui, en l'espèce, elle n'a pas félicité. Vous donnez mais... un satisfecit. Oui. Vous donnez un satisfecit quand vous avez matière à vous contenter de quelque chose, n'est-ce pas? Autrement, vous condamnez. Et il y a façon de condamner. Et dans le langage diplomatique choisi que Macron a usité, on voit bien que oui, il n'est pas d'accord. C'est le service minimum diplomatique. L'opposition peut, après tout, s'en emparer et faire l'exégète qu'elle veut. Mais non, Monsieur Macron a dit quelque chose qui est très clair dans un langage diplomatique du meilleur à loi pour dire, mais Monsieur Condé, je prends acte de votre élection, mais je ne vous félicite pas. Je pense que c'est clair. Et pour le pouvoir guinéen, peut-être qu'on va considérer cela simplement comme c'est un message de la France, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de dirigeants qui se sentent contestés au plan national comme international disent nous sommes souverains, simplement. Oui, mais attendez, quand on s'agrippe à nos nano-souverainetés pour faire des choses détestables, hein, on va dire ça comme ça, qui portent atteinte à la dignité de notre souveraineté même, parce que la souveraineté, c'est d'abord aussi l'expression d'une dignité. Alors, quand vous voulez agir, voyez, ceux qui hurlent à chaque fois et qui s'enveloppent sous le drap de la souveraineté pour faire de sales choses contre leur peuple ressemblent à ces parents qui sont des tyrans de huis clos chez eux et quand ils sont dehors se présentent comme des gentlemen. Vous voyez, donc la souveraineté, en fait, quand il faut la mériter. Vous voyez, c'est comme le respect. Vous voyez, quand vous dites à quelqu'un respecte-moi, ça veut dire que le respect n'est plus là. Oui. Vous voyez, je dis tout le temps, il y a deux verbes qu'on ne peut pas conjuguer à l'impératif. C'est respecter et aimer. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un aime-moi à l'impératif. Pareil, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un respecte-moi à l'impératif. Ça veut dire qu'il ne te respecte pas. Bon, donc aujourd'hui, on est devant un schéma où il y a des gens qui, à chaque fois qu'ils se sentent acculés, disent nous sommes souverains. C'est ma souveraineté. Or, vous l'avez dépravé, votre souveraineté. Vous l'avez vous-même avili à tel point que on est amené à la piétiner sans y prendre garde. Et c'est là où vous dites, non, je suis souverain. Mais non, quand on est souverain, on est souverain. On l'est ou on ne l'est pas. Et on l'incarne dans toutes les expressions de la souveraineté, justement. Vous posez des actes qui forcent le respect. C'est ça, la souveraineté. Voyez ? Les États-Unis, pour finir maintenant, les États clés de l'Arizona et du Wisconsin ont officiellement certifié lundi 30 novembre la victoire de Joe Biden à la présidentielle américaine, cimentant encore davantage le succès du démocrate face au républicain Donald Trump, qui n'a toujours pas concédé sa défaite. Aujourd'hui, nous avons signé la certification de l'élection de 2020 en Arizona, a tweeté Duke Ducey, le gouverneur républicain de cet État, qui a basculé dans le camp démocrate pour la première fois depuis près de 25 ans. Donald Trump voit s'éloigner pour lui la perspective de remettre en cause les résultats de la présidentielle et de reprendre le dessus. Cher ami, les carottes sont cuites. La messe est dite. Je pense que là-dessus, il ne faut plus avoir quelques doutes que ce soit. Il n'y a plus matière à tergiverser. Ces élections américaines sont arrivées à leur épilogue. La victoire de Joe Biden est sans appel. Et je pense qu'il n'y a plus que M. Trump qui a encore quelques illusions là-dessus. Mais oui, il a fallu du temps. On a reprocédé au recomptage des voix en Arizona et dans le Wisconsin. Maintenant que c'est confirmé, il faut passer à autre chose. D'ailleurs, son ministre de la Justice,
Bilbao vient de faire une déclaration aujourd'hui en disant que décidément, non, il n'y avait pas lieu à faire recours possible en justice contre ces élections qui, à tout point de vue, ont été marquées par le sceau de la correction et de l'honnêteté. Donc, les fantasmes de M. Trump restent des fantasmes de M. Trump. M. Biden est le 46e président des États-Unis. Point final. Quelles que soient les élucubrations, j'aime pas beaucoup ce mot, mais bon, il passe tellement illégal-vaudé, mais là, en l'occurrence, ce ne sont plus que des élucubrations. Parce que quand on dit des choses sans pouvoir apporter la moindre preuve, comment voulez-vous appeler ça? C'est ça. Il n'a pas de preuve de quelque fraude que ce soit. Il n'y a que lui qui voit les fraudes. On ne sait pas dans quel cauchemar il les voit, mais il ne peut pas apporter les éléments pour les étayer. Alors, bon, on considère que maintenant ça va. Il faut qu'il laisse la démocratie apaisée s'installer aux États-Unis. Elle l'a toujours été d'ailleurs. C'est lui qui l'a perturbé le plus violemment depuis longtemps. Andrew Jackson a été avant lui celui à qui on a reproché d'avoir porté des coups à la démocratie américaine. Mais bon, l'histoire a retenu que Andrew Jackson, au final, a été un très grand président puisqu'il a pu faire 2 mandats. Et quoi qu'il en soit, Donald Trump a quand même confirmé qu'il quitterait la Maison-Blanche le 20 janvier prochain. Eh bien, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Metsosa, merci beaucoup. C'est un plaisir. Allez, à tout de suite. Merci.